Bonjour à toutes et à tous, ici Alex Michel pour Mental Waves, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anadi Martel. Anadi qui est astrophysicien et auteur du livre Le pouvoir de la lumière, sorti aux éditions Guitry et Daniel. Et aujourd'hui, on va parler de la puissance de la lumière et des couleurs sur notre santé. Alors, bonjour Anadi. Bonjour Alex. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur l'importance de la lumière sur notre santé déjà dans un premier temps? Ouais, on ne peut pas surestimer l'importance de la lumière, hein. Il faut se rappeler que la vie entière sur notre planète a évolué au cours de 5 milliards d'années sous cette lumière. Donc, tout dans les moindres détails, notre biologie est très finement ajustée à cette lumière et à toutes ses propriétés. Et on en tire de l'énergie, on en tire de la conscience, on en tire de l'éveil, on en tire la vision naturellement. Donc, plein de dimensions qui commencent à être de mieux en mieux comprises d'ailleurs. D'accord. Déjà, on va parler de la luminothérapie, ensuite on parlera de la chromothérapie. Qu'est-ce que la luminothérapie? La luminothérapie, c'est là où la science d'utiliser la lumière à des fins thérapeutiques, donc pour la guérison. Et naturellement, la lumière a été utilisée depuis toujours par toutes les civilisations. Toutes les grandes sociétés ont leur tradition de luminothérapie si on regarde dans le passé. Mais il se passe quelque chose de particulièrement intéressant à notre époque où on a comme une révolution dans ce domaine, en fait, depuis à peine une vingtaine d'années. La luminothérapie, qui auparavant était plus de domaine, je dirais, empirique et alternatif, est en train de devenir scientifique. C'est en train d'être exploré systématiquement par la médecine et la science. Donc, on a toutes sortes, comme je mentionnais, de nouvelles perspectives sur la puissance thérapeutique de la lumière. Concernant la chromothérapie, alors, qu'est-ce que c'est et comment se distingue-t-elle de la luminothérapie? Luminothérapie, c'est le terme générique, hein. C'est l'utilisation de toute forme de lumière pour la thérapie. Donc, quand on parle de lumière, on parle de phénomène très complexe, hein. La lumière a plusieurs propriétés importantes. Il y a naturellement sa couleur, qui en fait correspond à son spectre, quelle longueur d'onde sont contenues dans une lumière donnée. Il y a ensuite son intensité, il y a ensuite sa rythmicité, à quel moment de la journée elle intervient. Et il y a ensuite il y a des paramètres moins évidents, comme sa polarisation, son niveau de cohérence. Donc, il y a plein d'aspects de plus en plus subtils dans la lumière. Et il y a toutes sortes de formes de thérapie, de modalités d'application de la lumière qui focus sur certaines de ses propriétés. Et c'est pour ça qu'on a une très, très grande variété de luminothérapie. Si on regarde autour du monde actuellement, il y a plein de modalités différentes. Et c'est ce qui crée un peu une confusion, en fait, dans l'esprit du public, parce qu'on entend l'immunothérapie appliquée à plein de choses très différentes. Et une de ces modalités utilise spécifiquement la couleur. Donc, c'est ce qu'on appelle la chromothérapie. Et parce qu'on sait très bien tous intuitivement que chaque couleur lumineuse a des propriétés particulières. On est attiré par certaines couleurs, certaines autres nous déplaisent à certains moments. Donc, on a toute une relation euh, avec la couleur qui est mise à profit dans cette forme de thérapie, la chromothérapie, de manière plus ou moins sophistiquée selon les techniques. Et alors, moi qui suis en plein dedans, à travers évidemment moi mon métier, c'est-à-dire le son et la musique, est-ce que tu fais une relation entre toi, ce que tu conçois, la luminothérapie, la chromothérapie et les ondes cérébrales? Est-ce que ça influe sur le rythme cérébral? Tout à fait. Comme tu dis, c'est effectivement mon domaine d'exploration personnelle. C'est là-dessus que je travaille le plus, sur toute cette question d'entraînement des ondes cérébrales, mais pas seulement des ondes cérébrales, de toutes sortes d'autres biorhythmes également, par la lumière. Et
comme tu le sais très bien, on peut effectuer cet entraînement des ondes cérébrales par tous les sens, en fait, par le son, par la vision, ça peut même être entraîné par le toucher. Donc, chacun de nos sens, si on les stimule avec un signal qui a un certain rythme, une certaine fréquence, et que cette fréquence tombe dans la bande d'un de nos biorhythmes internes, il y a un phénomène de résonance naturelle qui fait que notre biorhythme a tendance à se synchroniser à cette stimulation externe. Et naturellement, tu connais ça mieux que la plupart des gens. Tu es un spécialiste dans le domaine, donc tu comprends très bien le phénomène. Ce qu'il y a d'intéressant avec utiliser le sens de la vision pour cet entraînement des ondes cérébrales, c'est que naturellement, la vision, pour la plupart des gens, est la principale porte d'entrée sensorielle. On considère que jusqu'à 80% de notre input sensoriel passe par la vision. Donc, c'est la plus grande porte sensorielle finalement. C'est là qu'on a le plus de potentiel d'influencer les différentes zones cérébrales à travers une stimulation visuelle. Alors, c'est sûr que le son est aussi un sens extrêmement important et c'est pour ça que ça marche très bien aussi par le son. Mais avec la lumière, j'ai déjà vu certaines expériences, certaines études cliniques qui montraient que le potentiel d'entraînement est encore plus significatif par la lumière. Alors personnellement, moi j'ai essayé les deux conjointement puisque tu as eu l'amabilité de m'envoyer une sensosphère que j'utilise d'ailleurs depuis un mois maintenant et, et je l'ai testé seul. Alors déjà, je peux constater clairement les effets qui sont impressionnants. Et d'autre part, j'ai fait des expériences avec mes musiques euh, thérapeutiques, alors soit des fréquences sacrées, soit des musiques encodées avec des stimuli pour entraîner les ondes cérébrales. Et c'est encore plus bluffant, c'est-à-dire qu'on apporte une autre dimension. Effectivement, il y a deux facteurs. On pourrait après en imaginer par le toucher, le olfactif, c'est d'autres choses. Après, c'est facile, il suffirait de mettre des huiles essentielles. Enfin, il y a des codes, mais c'est encore un autre métier. Et c'est vrai que cette dimension, je pense que chez les thérapeutes ou chez les particuliers, ça peut apporter vraiment une dimension super intéressante. Et surtout aussi, moi qui ai été utilisateur du Psio, du Casina, donc c'est Mind Machine, je trouve ça beaucoup moins agressif. Beaucoup moins agressif. D'ailleurs, c'est pour cette raison que j'avais arrêté la diffusion de ces appareils il y a plusieurs années maintenant, parce que je trouvais que c'était quand même agressif. Alors que là, c'est très doux. Alors, on ne se rend pas compte parce qu'on est en vidéo, forcément, on ne voit pas toutes les nuances. Mais là où j'étais aussi ébahi, c'est que, je crois, après, tu pourras en parler mieux que moi, mais tu as mis une technologie dedans. Enfin, ça a l'air simple, mais tu as plusieurs LFO pour mettre de la lumière dans différents sens de la sphère, avec des dégradés de rouge, de bleu différents qui correspondent donc en chromothérapie à des bienfaits particuliers. Et je trouve ça vraiment très, très, très intéressant. Mm. Voilà. Il y a des choses auxquelles je suis peu sensible ou pas convaincu, mais là clairement, elle a dit je te remercie parce que c'est vraiment impressionnant. Alors justement, au niveau technique, rapidement, est-ce que tu pourrais nous dire, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas, mais tu proposes la sensosphère, et puis après, tu as un gros appareillage qui coûte, enfin, où c'est des gros investissements, mais là, vraiment, il faut être professionnel pour l'utiliser. Ça, c'est vrai que ça peut faire pour un thérapeute, un particulier. Comment, rapidement, parce que nos auditeurs ne sont pas des physiciens, des électroniciens, mais qu'est-ce que tu mets, comment on arrive à avoir ce type de rendu, en fait, sur cette sphère? Alors, il y a plusieurs éléments dans ta question. On va essayer de prendre un par un. Euh, Tout d'abord, j'ai effectivement développé le système plus important que tu as mentionné, qui s'appelle Sensora, qui est multisensoriel. Et tu mentionnais tout à l'heure la combinaison son-lumière. Effectivement, c'est ce qui a le plus de potentiel au niveau de l'impact cognitif, au niveau de l'impact thérapeutique, c'est quand on peut combiner plusieurs sens simultanément. Et dans le sensorat, on combine trois sens. On combine la lumière, le son et le toucher par la vibration kinesthésique. On a un appareil spécial qui crée une vague de vibration kinesthésique
qui s'intègrent aux deux autres sens. Donc, quand on travaille sur plusieurs sens simultanément, il y a un phénomène de synthèse, de synesthésie très intéressant dans le cerveau qui multiplie l'effet de l'entraînement et facilite sa propagation à travers toutes les ondes cérébrales, plutôt que de rester spécifiquement au cortex visuel si c'est par la lumière ou au cortex auditif si c'est par le son. Aussitôt que ça devient multisensoriel, ça diffuse dans toutes les zones du cerveau essentiellement après un certain temps. Donc, potentiel particulièrement intéressant de la combinaison de ces sens. Et évidemment, lumière et son, c'est ce qu'il y a de plus facile technologiquement à combiner. Et alors, ce qu'il y a aussi, ce qui se distingue dans mon approche, tu l'as souligné, c'est le fait que ce n'est pas agressif. Parce qu'on peut facilement devenir agressif avec l'entraînement des ondes cérébrales, tu sais très bien. On peut avoir une onde très forte qui va se surimposer à tout autre signal sensoriel et qui va comme forcer le cerveau à entrer en résonance. Et c'est comme ça, en fait, que l'exploration de l'entraînement des ondes cérébrales a commencé avec des stroboscopes, avec des oscillateurs qui créent des ondes très intenses. Et tu es arrivé à la même conclusion que moi. Si on travaille comme ça, c'est trop violent. Direct, en fait. Il n'y a pas une progression. Hein, oui. Voilà. Notre cerveau le perçoit quasiment, comme tu dis, comme une agression. Il a tendance à se protéger. On a tendance à bloquer, à limiter un peu le signal pour ne pas être débordé finalement. Alors qu'on peut travailler à l'inverse complètement. Comme ce que je fais avec la lumière, c'est que je calibre les oscillateurs pour que la pulsation lumineuse soit la limite de la perception. Donc, on perçoit à peine le scintillement. Il est très subtil, ce qui fait qu'au lieu d'être agressant, c'est tout le contraire. Il devient un peu mystérieux, un peu attirant. On a tendance on se demande qu'est-ce qui se passe. Cette lumière, elle a comme une espèce de qualité un peu indéfinissable. On cherche à plonger plus profondément, on la laisse pénétrer plus profondément. Et notre conviction, après toutes les années d'expérimentation dans le domaine, c'est qu'on peut aller beaucoup plus profondément en termes thérapeutiques avec cette influence très douce que par une influence trop agressante. Alors, c'est tout le principe que j'utilise. Je combine des réseaux d'oscillateurs pour créer des pulsations assez complexes et très douces. Et tu vois, par exemple, dans la sensosphère que tu as là, il y a 51 LFO qui travaillent simultanément, tous synchronisés ensemble pour créer ces motifs lumineux complexes qui sont en mouvement constant. Et il y a plusieurs bandes de fréquences qui sont générées simultanément par ces mouvements. Il y a bien sûr des pulsations dans la bande des ondes cérébrales. L'objet a différents modes. Tu peux travailler en alpha, bêta, gamma, etc. Mais il y a aussi d'autres pulsations beaucoup plus lentes qui sont surimposées à celles-là, qui travaillent simultanément. Et là, on est dans le domaine de l'infradelta, donc en dessous des ondes cérébrales les plus lentes, donc des rythmes plus lents que 1 Hertz, qui peuvent prendre plusieurs secondes à se développer. Et ça, c'est tout un domaine absolument fascinant qui a aussi une très forte influence thérapeutique. Ça a un potentiel de relaxation très puissant. Ça agit sur la douleur chronique, ça agit sur l'hypertension, ça agit au niveau du déficit de l'attention, enfin, plein de dimensions qui sont touchées par ces rythmes très, très lents. Donc, autant dans la sensosphère que dans mon système professionnel de Sensora, je combine ces pulsations dans différentes bandes de fréquences simultanément par l'utilisation d'un grand nombre de LFO qui sont intégrés à l'électronique. Est-ce que la lumière peut devenir malsaine, nocive? Eh bien oui, c'est normal. Hein. Tout phénomène qui a un tel potentiel de guérison, nécessairement, ça implique qu'il a une action profonde sur nous. Et ça veut dire que s'il est mal utilisé, il peut avoir une action néfaste. Et ça, c'est toute une autre dimension, une problématique qui est très pertinente actuellement à cause de la transition massive qu'on voit dans notre société au niveau de notre technologie d'éclairage. On est passé, bien sûr, de l'éclairage incandescent, halogène, à l'éclairage au LED depuis quelques années. Enfin, on est en plein dans cette transition. Et on pourrait en parler longtemps de plusieurs aspects reliés à ça. Mais effectivement, la lumière générée par les LED
a le potentiel d'être néfaste si elle est mal utilisée. Euh, il faut faire attention ici parce que je ne dis pas que les LED sont néfastes, ce n'est absolument pas le cas. Les LED, c'est une technologie extrêmement flexible. On peut générer toutes les longueurs d'onde qu'on veut, on peut générer les combinaisons de spectres lumineux qu'on veut. C'est une technologie extrêmement euh, euh, qui peut être adaptée de plein de manières différentes. Et le problème, c'est que souvent, dans les produits, pour baisser le prix, pour simplifier, on l'a mal adapté. Et alors qu'on peut très bien et correctement utiliser les LED pour avoir une lumière saine. Donc, il y a plusieurs paramètres à étudier. Il y a d'abord le spectre lumineux. Tout le monde a entendu parler maintenant de la problématique de la lumière bleue qui interfère avec notre rythme, notre horloge interne, le rythme circadien. Si on a du bleu le soir, par exemple, on va décaler notre horloge interne et ça a plein de conséquences néfastes sur la santé. Qui peuvent aller ultimement jusqu'à des choses graves comme le diabète, le cancer, etc. Donc, le spectre lumineux est important. On veut éviter un excès de bleu dans la soirée. Et il y a d'autres aspects qui sont moins connus aussi. Il y a le fait que la lumière émise par les LED est souvent pulsée de manière intense, à des hautes fréquences. Et tu vois, quand on pulse la lumière au-delà d'à peu près 50-60 Hertz, l'œil cesse de le percevoir. C'est à peu près la limite de ce qu'on peut voir à travers nos yeux en termes de pulsation lumineuse. Et donc, les sources lumineuses LED, souvent, les ingénieurs les ont ajustées pour qu'elles pulsent à une fréquence plus élevée, donc on ne le perçoit pas consciemment. Mais ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas un effet sur nous et en fait, on en est de plus en plus conscient que ça a plein de conséquences désagréables. Ça peut causer des migraines, un stress visuel. Donc, on n'a pas intérêt à avoir dans son environnement une lumière pulsante qui vibre constamment. Et en fait, il n'y a aucun besoin parce qu'on peut très facilement avoir des sources lumineuses qui sont stables et qui sont saines. Et j'ai justement fait ce petit appareil, le Lightbee, qui permet de détecter très facilement si une lumière est bruyante, donc si elle pulse ou non. Et je vais te montrer parce que souvent, on comprend beaucoup plus clairement quand on voit Oui, par description scientifique. Donc, je vais juste illustrer à quoi peut ressembler ce bruit lumineux. Tu vois, ici, j'ai une source LED tout à fait ordinaire, un petit lampe de poche. Je vais la mettre à un niveau stable. Alors, on penserait que c'est une lumière stable qui est là, mais en fait, si j'utilise mon petit capteur qui ne fait que convertir la lumière en son, tu vois ce que j'obtiens? On a ce son très désagréable qui est cette espèce de vibration continue qui est dans la lumière, en fait. Et beaucoup des ampoules LED qu'on achète dans les quincailleries ont ce genre de vibration. Donc, on a intérêt à les sélectionner parce qu'il y en a plusieurs qui n'ont pas ces vibrations, qui l'ont beaucoup moins intense. Donc, il faut avoir des moyens pour choisir de manière optimale l'éclairage qu'on met dans notre environnement. c'est vrai. Mais bon, il est vrai que le commun des mortels n'est pas au courant de tout ça. Il faut être informé. C'est pour ça, Pas justement, encore. Oui. c'est pour ça que je t'invite pour éclairer un peu les personnes. C'est encore plus critique quand on veut utiliser la lumière à des fins thérapeutiques pour la guérison, parce que là, on tombe dans des niveaux encore plus subtils, encore plus délicats. Et là, c'est encore plus important d'avoir des sources lumineuses très, très propres. Donc, je travaille beaucoup dans l'électronique de mes appareils à générer une lumière qui est parfaitement stable. Et ça implique d'utiliser des techniques analogiques plutôt que numériques. Et ça prend des techniques analogiques avec une très haute précision, comme dans la sensosphère. La précision du contrôle de la gradation lumineuse est à peu près à un niveau de 0,01%, donc un facteur de 1 à 10 000. Et c'est comme ça qu'on peut obtenir ces dégradés très subtils, très nuancés, ce qui n'est pas le cas avec beaucoup des appareils communs. Bien sûr. Eh bien, écoute, Anadi, je te remercie beaucoup de t'être prêté au jeu et d'avoir pris du temps pour éclairer nos auditeurs. Bon, ça fait plaisir.
Et puis, je te dis à très bientôt. Merci, Alex, et continue ton travail remarquable. Je veux dire que de toute l'exploration musicale pour l'entraînement des ondes cérébrales, ce que tu fais est ce qu'il y a de plus poussé euh, de ce que j'ai vu à date. Tu as appliqué le même niveau de raffinement dans le son que ce que je cherche à faire dans la lumière. Donc, Je te remercie beaucoup. Ça me touche. Eh bien, au revoir à toutes et à tous et je vous dis à bientôt.